Bon voilà, j'ai mis de la musique irlandaise comme je suis pas sûr de ce que je vais dire. Comme ça au moins avec la musique irlandaise, on est tranquille, on sait où on va quoi. Hein. Donc j'ai noté 2-3 choses à vous dire, mais je sais pas par où commencer. Je suis un peu énervé, parce que là, voilà, bon bah j'ai regardé une vidéo là cet après-midi, c'était Dupont-Aignan, vous connaissez Nicolas Dupont-Aignan, candidat à la présidentielle l'autre fois là. Michel Rocard, oh très bon, ancien Premier ministre, et puis un représentant des banques, et puis Jacques Sapir, un grand économiste, enfin bon voilà, qui a écrit quelques bouquins. Et alors, mais j'ai été embêté parce que c'était la semaine dernière quand au Parlement les députés discutaient de la nouvelle loi là que Monsieur Hollande a proposée pour la séparation des activités bancaires. Bon, une loi, bon, on sait très bien qu'elle a aucun effet puisque les banquiers sont très contents que cette loi soit discutée au Parlement parce que ça ne changera rien. Bon, ils pourront toujours spéculer, ils pourront toujours financer toute l'économie en créant de la monnaie. Donc, alors c'est ça qui m'a halluciné dans cette émission. Je vous mettrai dans ce débat, je vous mettrai le lien. C'est que, mais personne ne parle de l'essentiel, personne ne parle du nœud du problème. Il n'y en a pas un qui parle de la création monétaire, il n'y en a pas un qui dit « Non mais attendez, voilà ce que je voudrais que le papy Rocard, il s'en fout lui, il peut dire ce qu'il veut. Voilà ce que je voudrais qu'il dise, bon écoutez, voilà, il y a une chose que les Français doivent savoir, c'est que la monnaie qui est simplement un moyen d'échange entre citoyens, un moyen de comptabilité, des chiffres sur nos comptes bancaires qui montent quand on produit, qui descendent quand on dépense. Ces chiffres-là nous sont attribués par des gens à qui on a donné ce privilège-là de créer les chiffres dans nos comptes bancaires. Voilà ce qu'il devrait dire. C'est comme si on disait, je sais pas, à des joueurs de foot ou à des joueurs de basket, ça sera plus parce que les chiffres sont plus importants quand on marque des points. C'est comme si on disait à deux équipes de basket, bon bah voilà, vous allez jouer au basket, mais je vous préviens, vous aurez pas plus de 50 points. Et bon, et quand vous avez gagné 10 points, quand vous avez marqué 10 points, il faut nous en rendre un toutes les 5 minutes. Voilà, donc il faut continuer à marquer tout le temps si vous voulez gagner. Voilà, c'est ça. Et il y a un mec au-dessus des deux équipes de basket qui donne les points et qui reprend des points, qui donne des points et qui reprend des points. Donc forcément que la partie, elle est pas prête de s'arrêter parce que les gars, pour avoir des points, faut qu'ils en achètent, faut qu'ils continuent. Il y a qu'un gars qui peut leur donner des points. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout comme système. Alors la difficulté, c'est de comprendre. Parce qu'on vient de toute une histoire, de toute une habitude, où la monnaie, c'est quelque chose de physique. Quelque chose qu'on a dans les poches, des pièces, des billets, peu importe. Mais on a pris cette habitude-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est d'où elle vient, cette habitude. C'est ça qu'il faut chercher. Et c'est là où les travaux des historiens et des anthropologues sont absolument centraux et capitaux. C'est parce que les anthropologues et les historiens nous disent la monnaie, elle est apparue quand les États sont apparus, quand la politique est apparue, et quand les responsables politiques, les États, c'est-à-dire la classe de la société qui, alliés aux maîtres religieux et à l'armée, aux maîtres du glaive, les trois pouvoirs se sont alliés et qu'ils ont voulu dominer toutes les populations alentour et occuper des pays alentours pour augmenter leur empire, pour s'enrichir et grossir de plus en plus à travers un système de ponction pyramidale comme une toile d'araignée avec un seul centre.
la monnaie, elle est apparue simultanément à ce moment-là. On le sait historiquement, dans l'histoire connue, c'est-à-dire si on remonte à moins 5000, moins 10 000 ans, on sait que en moins 600, moins 700 avant Jésus-Christ, simultanément en Chine, dans le bassin méditerranéen et dans certaines régions de l'Inde, les États et les empires sont apparus et les monnaies dures, les monnaies physiques sont apparues simultanément. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'histoire de la monnaie, elle est liée au pouvoir, elle est liée à la domination d'une classe sur le reste de la population. Et la naissance de la monnaie, c'est comme un mec violent qui tout d'un coup s'aperçoit que quand il prend un bâton, il peut taper plus fort et les gens ont encore plus peur de lui. Et qu'au lieu de casser la figure à une seule personne, s'il prend un bâton, il peut casser la figure à 10 personnes d'un coup. La monnaie, pour le pouvoir politique et le pouvoir de domination d'une petite partie de la population sur le reste de la population, c'est le glaive du violent. La monnaie, c'est ce qui permet, en l'émettant, en la créant soi-même et en conservant précieusement le monopole de la création, c'est ce qui permet de payer des gens pour que ces gens-là travaillent pour nous, pour soi. Si on est au sommet de la pyramide, on crée de la monnaie physique, on la distribue aux gens qui sont à nos complices, c'est-à-dire à l'armée, à la religion et à la classe politique, et c'est cette classe-là qui dépense ces pièces dans le reste de la société. Alors vous allez me dire, comment se peut-il que le reste de la société accepte cette monnaie si elle n'est pas volontaire, si elle n'est pas créée à la base pour faciliter les échanges par la population elle-même, si elle est créée par un sommet pyramidal qui domine tout le monde, comment se fait-il que le reste de la population l'accepte? Eh bien tout simplement parce que si la population n'accepte pas de créer un marché interne dans son propre domaine, dans ses propres activités, eh bien la monnaie ne circule pas. Et pour que la monnaie circule, la classe dominante a une idée géniale, elle va demander, elle va exiger plutôt par la force, par la violence, par la physique, par la violence physique, par la menace, par le chantage, la classe dominante va exiger de la classe dominée, des 99% de la population, que la monnaie qui circule lui soit rendue. Alors vous allez me dire, si c'est le sommet de la pyramide qui fabrique la monnaie, qui la distribue dans la population, donc qui fait travailler des complices pour lui, et qui ensuite ces complices dépensent la monnaie dans la population, à quoi ça sert de reprendre la monnaie, puisque c'est vous qui la créez? Il suffit d'occuper les mines d'or, par exemple, si c'est des pièces d'or, et puis de dominer les mines, et bon, on a tout l'or qu'on veut, donc il suffit de la distribuer, et les gens l'auront, mais pour qu'ils s'en servent, ils sont pas fous, les gens en bas. Les gens, entre eux, ils se débrouillent très bien avec des systèmes de crédit mutuel. C'est ce qui existait avant moins 600, moins 700, et ce qui a revécu au Moyen-Âge, et ce qui essaye de revivre en ce moment, on le verra tout à l'heure, je vous en parlerai à la fin. Si on crée cette monnaie-là, les gens ils peuvent très bien se débrouiller entre eux, ils se sont toujours débrouillés entre eux. Donc pourquoi est-ce qu'ils prendraient une monnaie qui leur est donnée par la classe dominante en échange de leur propre travail, en échange de leurs propres biens, en échange de leur propre production? Parce que le but de la diffusion d'une monnaie par la classe dominante, c'est de faire remonter, non pas de la monnaie, on s'en fout de la monnaie, c'est de faire remonter de la production de la population, c'est de faire remonter des fruits, des légumes, de la viande, du travail, des services, de la domestication. Quand on paye la classe dominée est obligée de travailler pour vous, puisque c'est vous qui donnez la monnaie. Et que, alors c'est ça la subtilité, je reviens à ce que je disais, la monnaie qui est distribuée, le sommet de la pyramide exige qu'elle lui soit rendue. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si on exige par la force, par la violence,
que la monnaie soit rendue, on crée l'impôt. Et l'impôt, il n'est pas destiné au départ à financer une œuvre commune, pas du tout. Il est uniquement destiné à faire circuler la monnaie, de manière à ce que la population dominée soit obligée de se servir de cette monnaie. Obligée par la coercition, par la force, par la contrainte, par la menace du glaive que tiennent les soldats, que tient l'armée, et par la menace idéologique que domine la classe religieuse, que crée la classe religieuse. Donc voilà, donc si vous voulez, c'est une idée géniale, effectivement, de la part de la classe dominante qui ne veut que dominer, que parasiter, que vivre aux dépens de la masse travailleuse et productrice de la population. C'est une idée géniale d'avoir non seulement accaparé l'outil, le moyen, l'instrument des échanges, qui auparavant se faisait d'un voisin à un autre, d'un pays à un autre. Il y a eu des lettres de change, il y a eu du crédit mutuel pendant des milliers d'années avant que les monnaies physiques soient imposées par la classe dominante. Donc, pour casser ce système qui ne rapporte rien, voilà, où les gens simplement se font confiance les uns les autres, pour casser ce système-là, il faut obligatoirement de la contrainte, il faut obligatoirement la menace des armes. Et donc, il faut obligatoirement aller voir les gens pour leur dire, bah voilà, si vous ne me rendez pas la monnaie que finalement je distribue dans votre société, si vous ne payez pas l'impôt, eh bien, nous allons venir, enfin, plutôt c'est pas moi qui vais me déplacer, mais je vais envoyer mes soldats, mes huissiers, ma troïka pour aller vous menacer et pour vous dire, ah désolé, mais si vous ne payez pas l'impôt, d'abord on vous saisit d'autorité la marchandise que vous avez produite, et puis bon, si vous refusez, si vous résistez, on vous attrape, on vous met les menottes, on vous lie et on vous met dans une cage pendant un certain nombre d'années où vous vous débrouillerez on vous donnera un petit peu à manger pour pas que ce soit un meurtre systématique, mais bon voilà. Donc vous payez l'impôt ou pas? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? on paye l'impôt. Et la monnaie circule. Alors, le centre de la pyramide, le haut de la pyramide, du jour au lendemain, comme la société autour, les 99% qui travaillent et qui produisent, bon, ils produisent beaucoup. Ils s'enrichissent les uns les autres. Chacun fait son travail, chacun donne à celui qui a besoin une partie de sa production. Chacun, voilà, ça circule, les biens circulent. Donc tout le monde vit bien, très bien. Donc la subtilité de la classe dominante, c'est de pomper, pas trop, un petit peu, pour pas que ce soit trop douloureux. N'empêche que le sommet de la pyramide, il s'enrichit. Oh bah, il y a énormément d'argent qui rentre, vous pensez bien, 1%, et il y a 99% qui bossent. Donc forcément, même s'il prend qu'une toute petite partie du travail de tout le monde, ça remonte et ça grossit énormément. C'est ce qui explique, bien entendu, pourquoi les empires grossissent et se cassent la figure au bout d'un moment. C'est ce qui explique pourquoi l'Empire romain est devenu le maître du monde méditerranéen, c'est le monde qu'on connaissait à l'époque, pourquoi l'Empire britannique est devenu, vous savez, l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, parce qu'ils avaient des territoires sur toute la planète, et pourquoi l'Empire américain, qui est parti avec une constitution la plus simple possible, la plus sûre possible. La Constitution américaine, c'était les pères fondateurs, ils ont pris toutes les précautions, séparation des pouvoirs, respect de l'homme, respect de la liberté, ils ont tout écrit sur leur Constitution. Bon, résultat, 250 ans après, c'est un empire énorme, dont la monnaie domine toute la planète et circule dans le monde entier, avec 800 bases militaires dans le monde. Donc, évidemment, toute la richesse qui remonte par la ponction monétaire, par le prix de la monnaie que les 99% de la population sont obligés de payer en permanence, forcément ça grossit au sommet, ça devient énorme. Alors après, qu'est-ce qui se passe quand un État grossit? Bah, il se dit que mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce fric? On peut rien en faire. Voilà. Et donc, cet argent, à quoi pourrait-il servir?
Il va servir à faire fonctionner la pyramide. Il va servir, par exemple, première chose, à construire des routes. Mais c'est pas des routes pour que les gens communiquent entre eux. C'est pas un réseau en forme de toile d'araignée avec plein de routes qui relient tous les petits villages les uns aux autres. Pas du tout. C'est un réseau centralisé. Centralisé de manière à ce que toutes les richesses puissent revenir au centre. Revenir au centre de pouvoir, qui sont quand même un petit peu disséminés à l'intérieur du territoire, à l'intérieur de, comme dirait Stéphane Molineux, à l'intérieur de la ferme où le bétail travaille. Donc voilà, il y a un gros centre à Paris, voilà, où se sont installés les rois, évidemment, donc forcément il fallait des routes pour tout ramener à Paris. Donc la population, elle se dit, bah finalement, il vaudrait mieux qu'on se rapproche du pouvoir, puisque finalement c'est en travaillant pour eux qu'on a de la monnaie et qu'on arrive à vivre. Donc le centre de pouvoir grossit. Paris grossit, Lyon grossit, Marseille grossit, toutes les villes où une certaine partie de la pyramide s'établit, de fait, historiquement, se mettent à grossir. Donc voilà un petit peu à quoi sert la monnaie véritablement. Alors après, l'impôt qui remonte au sommet de la pyramide, bah, il est utilisé voilà, pour faire fonctionner le système, bon, ou pour compenser le vice fondamental du système qui repose sur une ponction imposée par la violence, par la force, à des gens qui, a priori, vivaient très bien entre eux avant. Et n'avaient absolument pas besoin d'une autorité supérieure pour venir les obliger à travailler en partie pour le sommet d'une pyramide. Donc le pouvoir se retrouve avec des masses incommensurables de monnaie, c'est-à-dire de travail cristallisé. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire des routes, il va finalement prendre le contrôle de la population en se disant, bon, attention, il y a l'église, là, par exemple, qui en 1850, par là, il y a l'église qui s'occupe de tout le système éducatif. Donc ça veut dire que finalement les enfants ils se mettent à croire en Dieu, ils se mettent à croire à toutes ces fables là, à toutes ces légendes. Donc il vaudrait mieux qu'ils croient à l'État, il vaudrait mieux qu'ils croient à la solidarité entre l'État et les citoyens, il vaudrait mieux que tous les enfants du pays croient à l'autorité supérieure d'une maîtresse d'école, comme ça ils obéiront bien à leur patron, comme ça ils obéiront bien aux lois que nous ferons, qui les obligeront à travailler d'une certaine manière, parce que nous on va aussi modeler la société à notre idée, parce que comme on est supérieur et très intelligent, on connaît les réponses. Donc voilà, donc l'argent qui est utilisé au sommet de la pyramide, il sert à contrôler l'éducation, c'est la priorité d'abord, c'est vraiment la priorité quand on veut dominer une population, c'est de dominer l'enfance, la formation de l'enfance, c'est de séparer les enfants le plus tôt possible de la cellule familiale, de manière à ce qu'il n'y ait pas le moindre risque que la liberté se fasse jour et que les individus, les citoyens se rendent compte qu'ils pourraient être libres. Une autre chose à contrôler, bien entendu, il faut financer aussi l'armée, la police, les tribunaux, les prisons, tout ça, tous ces moyens de maintenir la population sous la domination, c'est très important de les maîtriser absolument et de les laisser grossir. Parce que comme c'est le sommet de la pyramide qui domine tous ces instruments-là de domination, bien entendu, il faut les financer, il faut leur donner un maximum d'argent. C'est ce qui explique l'importance du système militaro-industriel dans tous les pays où l'État s'est énormément développé. Et puis alors, bien entendu, il faut développer tous les autres moyens de formation des esprits, de formation au fait que l'impôt n'est pas du tout, oh non, une coercition, mais au contraire un acte volontaire, un acte de solidarité. Et donc là, il faut travailler sur le code moral, l'idéologie, évidemment sur les médias, sur le contrôle. Alors c'est très amusant parce que finalement, comme il y a
c'est difficile d'avoir un consensus dans une population, donc il y a toujours une bonne partie des gens qui sont prêts à dire ah mais c'est bien qu'il y ait un pouvoir central, c'est bien que la monnaie soit créée par les banques parce qu'il faut du crédit, etc. Donc le pouvoir trouve toujours beaucoup de gens pour être de son avis. Donc, bon, étant donné que c'est le pouvoir qui dispose du moyen de survie fondamental, du moyen d'échange fondamental par l'intermédiaire de la création monétaire, donc bien entendu, c'est indispensable, enfin c'est très facile, je veux dire, de contrôler les nouveaux prêtres, c'est-à-dire les gens qui contrôlent les médias, les grands journalistes, les grands économistes. Voilà, on trouve toujours quelqu'un pour dire la même chose que ce qu'on veut que les gens pensent et croient. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui m'énerve, tout ça que je voulais vous dire, et puis voilà, il faut pas se voiler la face, c'est nous, c'est un petit peu de notre faute aussi de croire que on a besoin d'une autorité centrale, d'une autorité supérieure pour nous dire ce qu'on a à faire. C'est vrai que dans la famille, dans l'entreprise, dans nos relations sociales, jamais on utilise la violence, jamais on a besoin d'un chef pour nous imposer de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Par définition, n'oubliez jamais une chose, par définition, si quelque chose est obligatoire, c'est parce qu'on n'a pas envie de le faire. Donc, dans nos vies quotidiennes, on n'a jamais besoin de quelqu'un qui nous impose ses décisions, qui nous dise « tu fais ça ou je te casse la figure ». Non, jamais. On arrive toujours à négocier, on arrive toujours à peut-être pas un consensus, il y a de la bagarre, il y a du conflit, mais bon, s'il n'y a pas de conflit, bah on arrête de se voir, et puis on se revoit après, puis ça va mieux. Voilà. Mais on a pratiquement jamais recours à la violence physique, à la matraque, pour obliger les gens à faire ce qu'on a envie de faire. C'est les principes de base, c'est ce qu'on apprend à la petite école en premier. Voilà, si on voit un gamin qui prend son jouet à l'autre gamin, on lui dit non, faut pas faire ça, regarde, tu lui demandes, s'il veut pas te le donner, t'attends un petit peu, etc. C'est vraiment les principes de l'éthique de base, vraiment. Et donc ces principes-là, ils sont renversés à partir d'une certaine échelle, et tout simplement à partir du moment où on parle du sommet de la pyramide. Voilà, quand on appartient au sommet de la pyramide, on a le droit d'aller massacrer des gens parce qu'on a envie de leur prendre ce qu'il y a dans leur pays. Quand on est au sommet de la pyramide, on a le droit d'ouvrir de force la porte de quelqu'un qui ne veut pas payer l'impôt, et s'il résiste, on a le droit de lui mettre les menottes et de l'emmener et de le mettre dans une cage. Donc voilà, c'est à tout ça qu'il faut réfléchir. Bon, allez, je vous laisse pour ce soir. N'oubliez pas d'acheter Les Secrets de la Monnaie bientôt, cet été, dans toutes les librairies, et là pour l'instant sur libertybooks.eu. Ciao ciao.